Nous, notre travail, c'est vraiment de rester le plus invisible possible en zone ennemie. Une fois qu'on est dans la cache, on oublie les déodorants, on oublie les parfums, le brossage dedans. On va vraiment se mettre en mode forêt, un petit peu comme un renard. Ces chasseurs sont passés à, je dirais, une dizaine de mètres de notre cache, là où nous étions enterrés, et on n'a pas été détectés. On a un stage survie, on est tout seul, on est en autonomie totale, avec un couteau, avec ce qu'on a sur nous, en fait, tout simplement. Quartier libre. Aujourd'hui, je passe ce quartier libre avec un spécialiste de l'infiltration et du camouflage. Son métier, c'est de se rendre invisible pour observer l'ennemi. Je vais essayer de lui soutirer quelques techniques pour disparaître dans la nature. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des dizaines de milliers à écouter ce podcast. Un soldat discute avec des leaders civils et militaires. Je suis le capitaine Bro, BRLT, évidemment dans l'armée tout le monde m'appelle Bro et vous pouvez me contacter pour me proposer un invité ou des questions à leur poser. Je vous mets en description mes réseaux sociaux pour le faire. Et maintenant c'est parti pour ce quartier libre avec le chef Théo. Chef, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question de Spartiate. Quel est votre métier? Mon métier, c'est je m'infiltre derrière les lignes ennemies. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça permet justement de pouvoir renseigner et de pouvoir travailler sur les mouvements ennemis et de pouvoir prévoir leurs futures attaques. Je suis acquis à la cause, mais je vous pose la question pour ceux qui se demanderaient la même chose aujourd'hui. À l'ère de la technologie où on peut pénétrer dans les téléphones, on peut mener des écoutes à l'autre bout du monde depuis la métropole, à quoi ça sert d'avoir encore des hommes sur le terrain? Alors justement, le fait d'utiliser des équipes avec des soldats, ça permet d'avoir encore ce fameux capteur humain qui nous permet d'avoir une vraie confiance en ces soldats et qui peuvent directement observer l'ennemi et pouvoir du coup remonter les informations à nos chefs en temps et en heure. Donc là, encore une fois, je précise pour ceux qui ne connaissent pas cette filière, vous êtes vraiment au plus proche de l'ennemi, indétectable, et d'ailleurs, vous entrez jamais en contact avec lui. C'est pas fait pour mener un assaut, par exemple. Absolument. Nous, notre travail, c'est vraiment de rester le plus invisible possible en zone ennemie et justement pouvoir renseigner sur tous leurs faits et gestes, leurs mouvements, pour pouvoir justement avoir ensuite des actions qui seront menées donc, par d'autres unités. Donc là, vous êtes dans votre tenue de combat, ça c'est celle que vous portez quand vous infiltrez? Absolument, oui. Donc là, moi je reconnais la tenue ghillie. Vous êtes en camo, évidemment, normalement vous auriez tout l'attirail qu'on voit là. Une fois que vous avez approché l'ennemi, vous faites quoi? Une fois qu'on arrive dans notre zone mission, si je puis dire, on va commencer du coup à vouloir disparaître de la surface de la Terre pour pouvoir justement être totalement invisible. Et pour ça, donc, on va s'enterrer avec une équipe allant de 3 à 6 personnes. Et dans ce but-là, ça va être justement de ne laisser aucune signature thermique au niveau du sol. Donc j'entends là par signature thermique, c'est ne plus avoir en fait d'activité humaine de notre équipe en zone ennemie. Parce que ça peut être repéré typiquement par des drones thermiques, c'est ça que vous cherchez à fuir? Absolument, donc les drones thermiques ou tout simplement des patrouilles pédestres d'unités ennemies qui pourraient éventuellement patrouiller ou mener d'autres missions dans notre secteur. Et ça nous permet donc d'être complètement invisible et indétectable. Vous pouvez voir les signatures thermiques de nuit de la patrouille et inversement, si elle est équipée du même type de matériel, elle peut vous voir. Absolument, oui. C'est pour ça le but est vraiment de disparaître de la surface de la Terre en allant justement s'enterrer, en étant le plus invisible possible sans laisser de traces, bien évidemment. Alors est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être complètement indétectable? Alors oui, c'est possible. Après, tout dépend aussi également du matériel qui est en face de nous. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui peuvent permettre de détecter des personnes, que ça soit sur Terre ou sous Terre, mais c'est encore possible, oui. Ouais, typiquement, la menace drone a bousculé votre métier, j'imagine. Nous, on y réfléchissait notamment sur les signatures thermiques. Je sais qu'il y a des essais sur des couvertures, alors pas des capes d'invisibilité, mais des couvertures qui vont tout simplement parfois imbiber d'eau, qui vont permettre de réduire la signature thermique. C'est un jeu du chat et de la souris un peu? Alors je sais que la technique de la couverture un peu humidifiée a été utilisée sur d'autres théâtres il y a quelques années, ouais. Par nos ennemis d'ailleurs, hein. Je crois que c'était le cas en Afghanistan. Ouais. Néanmoins, nous on ne travaille pas là-dessus, on a aujourd'hui des tenues qui nous permettent, comme celle que je porte aujourd'hui par exemple, d'être vraiment invisible. Néanmoins, le matériel thermique, que ce soit le nôtre ou celui de l'ennemi, est en perpétuelle évolution. Donc c'est vrai que c'est un petit peu aussi une petite guerre industrielle pour essayer au maximum de rester tout simplement invisible. Mais aujourd'hui, c'est quand même très dur d'être 100% invisible face à une thermique. Donc ça, c'est la partie, on va dire, statique de votre mission quand vous êtes arrivé sur place. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous enterrez. Vous pouvez nous en dire plus sur les techniques que vous avez pour, une fois sur place, une fois arrivé en observation, vous rendre indétectable?
Bien sûr, le but va être donc, comme vous l'avez dit, de s'enterrer pour une durée qui peut aller de quelques jours à plus de 10 jours. Pour ce faire, on va s'enterrer avec à l'aide de matériel tout simple, hein, une pelle, une pioche et une scie par exemple qui va nous aider à couper du bois. Ouais. Ça va mettre un certain délai quand même pour pouvoir s'enterrer et être complètement invisible. Parce que quand on entend s'enterrer, évidemment on va devoir creuser, mais il y a toute la partie camouflage qu'on va devoir prendre en compte. En gros, on arrive sur une zone, on a la zone comme on la découvre, et nous on va devoir s'enterrer à cet endroit-là, et forcément la zone on doit la rendre à l'exactitude de ce qu'on a pu avoir en arrivant sur place. Une fois sur place, les patrouilles ennemies, elles ne vous détectent pas. Je crois que vous avez des anecdotes comme ça, où, que ce soit à l'entraînement ou en mission, des gens passent à quelques mètres et ils ne voient rien, quoi. Oui, moi ça m'est arrivé sur un exercice quand j'étais en formation au sein de mon unité. On était enterré, donc ça faisait déjà quelques jours qu'on était sous terre, et il y a dû avoir une battue de chasseurs, et il y a un binôme pas prévu. Nous en tout cas on n'était pas au courant. Ça fait partie justement du coup de la mission en exercice. Et ces chasseurs sont passés à, je dirais, une dizaine de mètres de notre cache, là où nous étions enterrés, et on n'a pas été détectés. En plus, on a cru comprendre qu'il y avait du chien également, du chien de chasseur. Après, ils ne nous ont pas trouvés parce qu'ils ne nous cherchaient pas non plus, mais ça montre que finalement... non, mais le chien, il sent... ça prouve qu'il y a un travail sur le camouflage aussi, oui, olfactif. Absolument. Oui. Ouais, donc vous travaillez sur la cache. Vous, le plus longtemps que vous avez passé dans une cache? Le plus longtemps que j'ai passé dans une cache, ça doit être 5 jours. 5 jours et demi, 6 jours, et après en fait on sort de la cache pour se réarticuler, pour poursuivre la mission, mais rien ne nous dit qu'on va se réenterrer dans une autre cache quelques heures après. Je pose toutes ces questions. Alors moi dans mon unité d'origine on a un peu les mêmes spécialités, et je sais qu'il y a un énorme débat. Alors, je tiens à l'aborder tout de suite avant que ça se déchaîne en commentaire. La cache enterrée, est-ce que c'est toujours pour vous un mode d'action opérationnel, ou est-ce que ça fait partie de choses que vous conservez dans vos savoir-faire pour peut-être plus tard dans l'avenir? Alors oui, en effet, c'est une chose qu'on conserve dans nos savoir-faire. On le fait tout au long de notre formation de spécialisation au sein du régiment. Néanmoins, elle est de moins en moins utilisée sur le terrain. Il faut dire que face à nous, aujourd'hui, on a quand même une menace symétrique. J'entends par là des États en fait, avec des vraies armées et du matériel de guerre. Qui sont équipés exactement comme vous, exactement, avec l'Eliton ou d'autres marques, mais exactement, pour voir de nuit, pour voir les signatures thermiques. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le temps de s'enterrer, pour nous, pourrait nous mettre en danger. Donc c'est vrai que c'est un procédé qu'on utilise de moins en moins. Néanmoins, il n'est pas à exclure que ce soit réutilisé prochainement sur d'autres conflits. Oui, alors dans ce débat qui est typique de professionnels du camouflage qui font des infiltrations, alors on entretient ces capacités parce qu'un jour elles peuvent resservir. Moi je pense par exemple à ce qu'on appelle des maquisards, des civils ou des ex-militaires, une fois qu'une invasion a eu lieu, qui vont résister depuis les forêts, depuis les maquis. Bah là, dans ces cas-là, je pense qu'on en ferait des caches, parce que ne serait-ce que pour vivre et pour se planquer, ça fait partie des modes d'action aussi commando. Donc je trouve ça très bien que vous les conserviez. Mais là, plutôt en opération, dernièrement, c'était des caches surfaciques. Absolument. En surface. Oui, c'est ça, des caches en surface avec des dômes ou tout simplement en fait, des postes qui vont durer que quelques heures pour des phases d'observation relativement rapides. Sachant qu'aujourd'hui, si on est détecté, la menace, c'est pas forcément d'avoir une unité pédestre qui arrive sur nous, mais on peut le voir, ça peut être une frappe d'artillerie qui peut tomber sur une position d'une équipe comme la nôtre. Donc le but, ça va être surtout de renseigner, mais si jamais on doit partir, il faut qu'on puisse partir relativement rapidement de la zone. Comment les drones ils changent vos modes d'action ? En fait, on s'adapte perpétuellement à la menace drone. On peut le voir dans l'actualité aujourd'hui. Le drone fait des avancées de jour en jour. On a du drone thermique, on a du drone qui peut lâcher de l'armement. On a vu des grenades, par exemple. On a aussi maintenant, pour lutter contre le brouillage, il y a des drones en fibre optique. Donc ouais. C'est vrai qu'on est en perpétuelle évolution pour justement essayer de pouvoir parer à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le drone reste quand même une arme redoutable, que ce soit pour de l'observation, du renseignement ou même finalement de l'attaque, comme avec des munitions qui peuvent être droppées depuis les drones. Et vous, là, dans votre régiment, dans votre collectif, votre unité, j'imagine que vous êtes fanat de votre spécialité, donc vous regardez tout ce qui se passe, vous veillez ces sujets. Est-ce que vous développez aussi des outils en interne ? Alors oui, il y a une section qui est dévouée à ça. Ils développent en continuité en fait pour justement pouvoir pallier à tous ces soucis-là qu'on peut rencontrer en mission. Ils développent plein de nouveaux matériels avec différents fabricants et industriels français. Justement dans le but d'évoluer nos procédures et qu'on puisse répondre finalement au combat actuel et d'aujourd'hui. Donc je le précise, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, on est au 2e régiment de hussards, donc un régiment spécialisé dans le renseignement, et donc il y a toutes les spécialités qu'on vient d'évoquer et plus encore. Une cache,
qu'elle soit surfacique. On va prendre l'exemple de la cage surfacique. Est-ce que vous pouvez nous donner, allez, peut-être pas révéler tous les modes d'action, mais les outils et les techniques que vous avez pour la rendre indétectable? On va commencer par la base, je pense, le camouflage. Une fois qu'on aura fait notre poste, donc que ce soit de surface ou enterré, ce qui va vraiment nous sauver, c'est notre camouflage. Le camouflage, il va devoir être entretenu perpétuellement, surtout au petit matin et le soir. En théorie, en journée, évidemment, on ne va pas sortir parce que si on sort, on peut être vu, on peut être entendu. Donc on va vraiment rester invisible la journée. En revanche, le camouflage, on va vraiment l'entretenir le soir, le matin ou même la nuit s'il le faut. Parce qu'un bon camouflage, c'est ce qui peut finalement nous sauver la vie, comme j'ai pu le voir en exercice. Ouais, on va être concret, le camouflage. Vous avez des outils, par exemple, là on voit sur le quad un filet cam, oui. Mais vous utilisez plein d'autres choses et parfois en fait, de la nature même où vous vous trouvez. Vous pouvez nous donner des exemples? Typiquement, on va utiliser en fait l'environnement qui nous entoure. Si je viens me camoufler dans une zone, dans une sapinette par exemple, avec des sapins et tout ce qui va avec, je vais vraiment utiliser pour me camoufler mon environnement. Si je viens planter un bouleau au milieu de sapins, c'est vrai que ça va peut-être donner la puce à l'oreille à notre ennemi. Donc c'est pour ça qu'on va respecter vraiment le camouflage qui nous entoure. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de tâches, on va dire, un petit peu dans le camouflage et dans le paysage que vous avez face à vous. Vous avez parlé des autres sens, donc vous avez dit le bruit. Moi, je vous propose qu'on redéroule tous les aspects du camouflage qu'on apprend. Alors déjà pendant les classes, n'importe quel soldat apprend ça. Et ensuite, peut-être vous pouvez nous donner des techniques un peu plus spécialisées de votre métier. Donc on part sur le faux mec blot. Allez-y. Donc sur le faux, alors c'est vous qui m'interrogez du coup, c'est ça? Non, je vous laisserai quand même la main dessus. Alors il y a un acronyme qu'on utilise dans les armées pendant les classes pour penser à tous les aspects du camouflage, c'est faux mec blot, on le mettra en description. Donc le premier c'est le F, c'est le fond. C'est quoi le fond? Le fond pour nous, donc quand on va creuser par exemple sur une cache enterrée ou un poste de surface, le but ça va être justement, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous et le fond de notre poste, il va devoir être en fait en adéquation avec ce qu'on va avoir derrière nous. Typiquement, on observe un objectif. Depuis cet objectif-là, si quand on regarde dans notre direction, derrière nous c'est jaune fluo alors qu'autour de nous c'est plutôt c'est verdoyant, forcément ça ne sera pas bon. Donc on va devoir garder la même couleur et la même intensité de couleur de camouflage qu'il y a autour de nous. En dehors du fond, après on va travailler sur quoi? La forme par exemple, on va éviter au maximum d'avoir quelque chose de cubique. Si toutefois c'est un poste de surface, le but va être de casser les formes pour pouvoir justement ressembler au maximum à quelque chose de naturel. Aujourd'hui dans nos forêts il y a très peu de choses qui sont cubiques, c'est pour ça qu'on va venir épouser soit les formes du terrain ou alors tout simplement nous-mêmes recréer peut-être des petits monticules de terre qui vont pouvoir donner une petite forme. Dans le dénivelé. Exactement, le nivellement. J'y viens parce que vous venez de parler de forêt. Là vous entraînez que pour de l'infiltration dans des environnements forestiers? Alors actuellement on s'entraîne en Centre-Europe, donc c'est sur notre terrain d'entraînement, donc que ce soit en France ou dans les pays partenaires. Néanmoins on a déjà mis en pratique certains procédés, que ce soit au Sahel, dans les différentes opérations qu'on a pu mener là-bas. Après on est en mesure de pouvoir s'adapter à tous les milieux qui nous entourent. Ok, on revient sur le camouflage. Donc une fois qu'on a fait fond, forme, on doit penser à quoi d'autre? Ensuite, ça va être très important, ça va être du coup tout ce qui va être odeur aussi. Odeur, une fois qu'on est dans la cache, forcément on va enlever tout ce qui va être hygiène. Il ne faut pas se mentir, quand on se met dans la peau d'un animal, il y a des odeurs corporelles qui ne peuvent pas ressembler à des odeurs on va dire de notre société d'aujourd'hui. On oublie les déodorants, on oublie les parfums, le brossage de dents. On va vraiment se mettre en mode forêt, un petit peu comme un renard finalement. Et du coup forcément notre odeur corporelle va aller de plus en plus avec l'odeur de la forêt et c'est ce qui va permettre de ne pas nous trahir. Je rappelle qu'on est toujours dans cette cache à 3 exactement. Et on ne se lave pas pendant 5 jours et on ne se brosse pas les dents. Et si voilà. Ce n'est plus même parfois. Et d'ailleurs on ne peut pas en sortir, donc je vous laisse deviner ce qui s'y passe. Alors on a vu l'odeur, la forme, le fond. On peut parler, le L c'est lueur. Oui. Alors lueur, nous on n'en aura pas réellement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être la plupart du temps enterré. On va être sous terre ou même en poste de surface. On va avoir un environnement qui sera, comme je le disais, c'est un peu le fond et la forme, qui va être commun à l'environnement qui nous entoure. Donc on va refaire un camouflage et à l'exactitude de l'endroit qu'on a trouvé en arrivant sur la zone. Je veux dire par là, il n'y aura absolument aucun matériel qui sera à l'extérieur. Même nos antennes ou nos moyens de communication, eux, sont vraiment
se fondent dans le décor. Ça peut être dans l'écorce, ça peut être dans le sol, peu importe. Ouais, lueur, je pense aussi, ça c'est plus la base évidemment, vous avez passé ce niveau, mais les cadrans de montre qui peuvent réfléchir une lumière, et là vous êtes détecté parfois à des kilomètres. On peut penser à quoi d'autre sur les lueurs? Des lunettes par exemple? Ça peut être des lunettes, ça peut être tout simplement des moyens d'acquisition. Donc j'entends par là des appareils photo, des caméras, des jumelles, à travers des trous d'observation que nous on peut créer dans notre cache. Justement, ça va être de jouer avec certains artifices qui vont pouvoir justement éviter le reflet du soleil. Parce que forcément, on choisit notre emplacement par rapport à l'objectif, mais le soleil dans la journée il tourne, et à un moment donné, ça peut réfléchir sur nos optiques d'observation. Mais c'est pour ça qu'on met en place des artifices qui nous permettent de lutter contre ça. Ça nous amène aux renseignements que vous récoltez quand vous êtes dans les caches. Donc là, vous parlez des appareils photo. Donc renseignements d'origine image, c'est ce qu'on dit pour la prise photo? Oui, on va dire image, mais bon, à ne pas confondre avec le renseignement d'origine imagerie avec les drones. Ouais, des drones ou satellites, ouais, etc. Ouais. C'est vraiment humain, c'est du renseignement Donc humain. vous êtes toujours sur de l'humain, mais vous prenez beaucoup de photos. Oui. Vous faites remonter quoi d'autre? On peut faire remonter des messages sous format texte également, de format type WhatsApp ou SMS tout simplement. Vous pouvez me donner un exemple du rance par texte que vous transmettez quand vous êtes dans la cache ou en observation? On peut tout simplement remonter une information, un renseignement sur une activité. Par exemple, je suis en train de surveiller un de mes objectifs de ma mission. Il peut se passer une activité ennemie dessus, une activation de points par soit des miliciens ou même une armée conventionnelle. Et à ce moment-là, nous, au lieu de forcément de renvoyer un renseignement par une photo, on peut également aussi renvoyer un renseignement via texte. Donc on va tout simplement raconter la scène qui est en train de se dérouler devant nous. Ouais, par exemple, vous êtes en surveillance sur un poste militaire. Un truc qui peut être intéressant tout de suite à rendre compte, c'est un pattern dans les patrouilles ou le nombre de caméras qu'on observe. Oui, absolument. Ça peut être du détail, ça peut être une activité comme une livraison d'armes, une présence d'un chef de guerre ou alors d'un haut gradé militaire. On peut le faire remonter directement sous format message, et comme ça, ça part très vite à nos chefs qui, eux, sont en mesure après de manœuvrer et d'exploiter notre renseignement. Là, on a parlé de la partie statique. Je voudrais qu'on en vienne au déplacement, parce que dans Faux Make Blood, d'ailleurs, on n'a pas mentionné sur le camouflage le mouvement. Souvent, la manière dont on se fait détecter, c'est plutôt le mouvement. Absolument, oui. Donc la partie infiltration, c'est la plus dangereuse pour vous? Oui. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, quelles sont vos procédures. Je sais que vous ne pouvez pas tout nous dire, pour vous infiltrer vraiment, pour vous déplacer. Alors nos déplacements, ça va dépendre de l'élongation, donc de la distance qu'on aura à faire, donc de notre départ, de notre infiltration jusqu'à notre point d'installation face à notre objectif. Et pour ça, nous, on va travailler uniquement de nuit. Donc les infiltrations sont de nuit, par des forêts. On va éviter forcément tout ce qui va être découvert. On ne va pas marcher dans une plaine, etc. On va choisir des endroits qui sont difficiles d'accès, là où on n'aurait pas forcément l'habitude d'emprunter si tout simplement on se baladait dans la forêt. Donc c'est vraiment des chemins qui peuvent être soit des pistes facilement empruntables, ou alors des chemins qui sont plutôt difficiles. Donc uniquement de nuit, en faisant le moins de bruit possible. Et en fait, on a une façon d'évoluer avec différentes étapes tout au long de notre progression qui nous permettent, nous, d'être en sécurité et de pouvoir, en fait, soit, si on rencontre l'ennemi, soit de pouvoir continuer notre mission, ou alors, en revanche, de devoir annuler et de terminer la mission pour rentrer sur notre base. J'ajoute que vous partez en autonomie pendant plusieurs jours, vous l'avez dit. Oui. Donc ça signifie non seulement l'autonomie en moyen radio, avec votre armement, en moyen déjà en bouffe. Absolument. Et du coup, vous avez des sacs très lourds, je tiens à le dire, c'est une évidence, mais vous faites partie des soldats qui portaient le plus sur votre dos en infiltration, pour ce qui est des infiltrations à pied. Ça monte jusqu'à combien de kilos, là, un sac de recherche humaine? Alors ça va dépendre selon le poste que vous occupez en fait au sein de l'équipe. Vous aurez généralement un sac entre 50 et 60 kg. Ça dépend après de la distance, bien évidemment, de l'infiltration et du temps de mission. Néanmoins, sur une mission, je dirais, d'une semaine, vous aurez entre 50 et 60 kg, si ce n'est peut-être pour le transmetteur un peu plus, parce que le matériel transmetteur est un petit peu plus lourd.
La première fois que vous avez porté un de ces sacs, comment ça s'est passé? La première fois, c'était compliqué. C'est vrai que c'est une découverte. C'est pas forcément une habitude de porter un sac qui fait quasiment notre poids. Donc c'est vrai qu'on le subit. Faut pas se mentir, il fait mal le sac. Il écrase les épaules. Je dis ça aussi. Mais malheureusement, on est obligé de le porter du début de l'infiltration pour pouvoir faire la mission et de finir avec. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut avoir une bonne résilience et il faut rester concentré sur sa mission. C'est quoi le chemin d'entraînement pour arriver à être de plus en plus résilient et faire le plus de kilomètres avec des sacs de plus en plus lourds? Vous procédez comment à l'entraînement? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Pendant notre formation, on va dire qu'on y va crescendo. On va commencer sur des missions avec peu de kilomètres et un sac bien plus léger, à raison de 20-30 kg, ce qu'on peut retrouver dans d'autres unités de combat par exemple. Et fur et à mesure que les missions et le stage va commencer à continuer, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à rajouter du poids. Alors on ne rajoute pas du poids pour se mettre du poids, en fait c'est tout simplement on va rajouter du matériel qui nous est nécessaire pour accomplir notre mission. Oui, c'est pas du bahutage. Non, c'est absolument pas du bahutage. À chaque fois, on ne s'amuse pas à mettre des cailloux dans le sac comme on peut voir parfois. C'est juste on met une pelle parce que là on va avoir besoin de creuser. Chaque kilo est justifié par l'emport d'un matériel qui nous est indispensable en mission. Ça me fait penser peut-être aux civils qui nous écoutent et des gens qui font de l'alpinisme ou qui ont des sacs. Je trouve que nous, on développe aussi des procédures vis-à-vis de ça pour se préserver. J'aime bien cette idée, moi, que j'ai appris avec des guides militaires. En montagne, le soldat, il est feignant. Tout ce qu'il peut retirer comme gramme, au gramme près, il s'économise. Et puis, il met jamais son sac seul sur ses épaules. Oui, absolument. L'importance du binôme. Absolument, les sacs sont très lourds, on est obligé très souvent de se lever à deux, voire même à trois, il y en a deux qui nous aident, deux camarades qui nous aident pour nous relever. Déjà ça va éviter une blessure toute bête parce que se lever quand on est assis avec un sac qui fait 60 jusqu'à 70 kg, c'est compliqué. Même quand on fait 80 kg ça devient dur, mais c'est pour ça qu'on va essayer de se préserver au maximum et qu'on va demander à nos camarades de nous élever, de nous relever, ça nous permettra justement de nous économiser. Ok, il y a d'autres petits conseils que vous pouvez donner aux gens qui veulent disparaître dans la nature. Je ne voudrais pas donner des tips à Xavier Dupont de Ligonnès, mais non, il est toujours là. Il y a forcément le bruit, du coup, une fois qu'on est enterré, naturellement, il n'y a plus un bruit. On limite au maximum la discussion, même au sein de la cellule, donc dans le trou, ou alors on parle vraiment soit en geste ou en chuchotant. On ne sait jamais qui nous entoure, il peut y avoir quelqu'un qui est posté, qui peut suspecter une zone ennemie et là où on est. Donc c'est pour ça il y a le moins d'échanges possibles au sein de la cellule de manière vocale. Et c'est pour ça on va utiliser tout simplement les gestes. Ou alors tout simplement on sait ce qu'on a à faire et chacun fait son travail et ça déroule. Vous vous souvenez de votre première cache? Oui. Oui, je me souviens de la première cache. Et les gars avec qui vous étiez? Oui, c'était lors de mon stage quand je suis sorti de Saint-Mexan-l'École en sergent direct. Je suis arrivé sur mon premier stage. Tu m'expliqueras après ce que c'est. Très bien. Mais ouais, c'était compliqué. C'est pas forcément non plus quelque chose de très commun de dormir enterré dans un trou de souris. Ouais. C'était assez folklore. Ça a duré combien de temps? Ça avait duré une seule nuit. Donc c'était l'apprentissage, c'était la découverte. Absolument, c'était progressif. Et c'est vrai que c'est quand même une bonne expérience. La première, on s'en souvient souvent pendant longtemps. Et puis ça tisse des liens dingues avec les gars avec qui on est quand on s'en souvient. Absolument, oui. Vous ensuite, ce savoir-faire, alors peut-être pas les caches enterrées comme on l'a dit, mais vous avez pu le mettre en œuvre en mission. Je crois que vous êtes parti 3 fois au Mali. Oui. Vous pouvez nous dire ce que vous y avez fait? Donc, je suis parti 3 fois au Mali sur des missions différentes. Au régiment, on a 2 spécialités. Donc, soit on fait du renseignement sans contact, donc on va s'infiltrer dans un milieu forestier, etc., avec des guilis comme je porte aujourd'hui. Ou alors on va faire ce qu'on appelle du TSH, du traitement de sources humaines, où on va justement aller au contact de la population pour essayer de capter du renseignement et pouvoir le faire remonter à notre hiérarchie. Moi, sur mes missions, j'ai pu faire les 2 spectres de mon travail. J'ai pu faire du renseignement sans contact, où on fait de l'observation, comme on a pu en parler, mais également du traitement de sources. J'ai fait des missions d'observation sur des hauts plateaux au Sahel, à observer justement des passes ou des chemins régulièrement utilisés par les groupes armés terroristes. Et j'ai également pu aussi faire du traitement de sources humaines, au Sahel toujours, que ce soit au Niger, au Mali ou même au Tchad. On parle du traitement de sources humaines. Moi, j'ai travaillé avec certains de vos camarades au Mali et c'est vrai qu'on voit, généralement, c'est des binômes. Et vous partez, vous mêlez à la population civile, rencontrez, à parler à tout le monde. C'est ça que vous appelez traitement de sources humaines? Alors,
En général, on évolue à 4. Alors, il y a un chef d'équipe et un adjoint qui, eux, vont aller au contact justement d'une personne avec qui ils ont peut-être rendez-vous ou pas d'ailleurs pour pouvoir échanger sur des sujets sécuritaires de la région dans laquelle on opère. Et à côté de ça, on a donc nos 2 équipiers qui, eux, assurent la protection, la sécurité des entretiens qu'on peut mener justement avec les personnes qu'on va aller voir. Oui. Donc vous avez déjà appartenu à ces équipes-là, Oui. À la fois sur la partie protection, mais vous êtes aussi allé au contact. Alors moi j'ai fait que du contact parce que la partie protection ça sera réservé surtout aux militaires du rang et après la partie traitement de sources humaines, donc de personnes, ça sera ce qu'on appelle un binôme capteur et ça sera le chef d'équipe et l'adjoint d'équipe. Vous pouvez nous dire comment ça se déroule, en fait, en quoi ça consiste? Vous avez un rendez-vous avec le maire d'un village par exemple? Oui, exactement, on va avoir soit des personnalités, ça peut être du politique, des maires de village, parfois des ministres dans certains pays, comme ça peut également être du berger. On va avoir un contact avec eux, une liaison au préalable, on va prendre un rendez-vous pour pouvoir les rencontrer. Très souvent, c'est dans l'environnement qui leur convient le mieux, pour qu'eux soient à l'aise, qu'on puisse échanger calmement. Et en fait, on va aller à leur rencontre. Bien sûr, on organise ça, c'est toute sortie, c'est comme une mission, hein. On va faire un briefing mission, on s'organise, il y a une infiltration qui est différente de ce qu'on peut faire ailleurs. Mais en fait, c'est une mission propre d'aller voir une personne. Et à ce moment-là, on va pouvoir échanger sur différentes thématiques, donc du sécuritaire, sur les groupes armés terroristes, sur même la population, avoir un petit peu le sentiment et le ressenti de ces personnes-là, et potentiellement pouvoir capter du renseignement qui pourrait nous être utile. J'imagine que c'est des techniques qui vous servent dans la vie civile aussi, dans la vie de tous les jours? Bon, alors c'est pas forcément des techniques qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, mais ça peut permettre justement à des personnes ou des profils qui sont peut-être un peu plus renfermés d'apprendre à s'ouvrir et d'être un peu plus extravertis et à gagner en confiance en soi en fait finalement. Alors je pensais plutôt à des techniques de manipulation un peu dans la conversation, c'est pas quelque chose que... On peut le travailler, oui, c'est des choses qu'on peut travailler justement et qu'on peut faire. Oui. Ok. Il y a une autre compétence que vous avez acquis dans votre régiment, c'est l'exploitation de sites sensibles. Je crois d'ailleurs que vous avez le patch là sur votre chest. Qu'est-ce que c'est l'exploitation de sites sensibles? Alors l'exploitation de sites sensibles, ça va être tout simplement de pouvoir amener une équipe, typiquement mon équipe, sur une zone où il s'est passé un effet majeur. Un effet majeur, ça va être par exemple une prise à partie avec l'ennemi, ça va être une cache d'armes, ça va être un véhicule suicide qui aurait pu exploser, etc. Et donc on va arriver sur la zone et nous le but ça va être d'exploiter en fait tout le matériel qu'on peut trouver ou le personnel qu'on peut trouver, donc que ce soit de l'ennemi décédé au combat ou de l'ennemi blessé ou même du capturé. Ça va être d'exploiter justement tous les éléments que eux avaient en leur possession, donc de l'armement, de la documentation, des papiers d'identité. Et nous on va capter tous ces éléments-là, on va les faire remonter et ça va pouvoir nous aider en fait à pouvoir peut-être cibler de l'ennemi ou tout simplement réorienter une action. Là, vous faites une sorte de police scientifique, c'est NCIS qui arrive sur les lieux et vous avez appris ça à prendre en compte un site. Vous pouvez nous dire comment ça se déroule, on va dire de votre arrivée jusqu'à la récolte d'indices? Justement, en fait, c'est vrai que c'est un procédé qui est bien établi. On va arriver avec l'équipe. Déjà, on est tous bien entraînés entre nous. Chacun a son rôle à jouer. On va arriver sur la scène. Donc, on va mettre des gants style un petit peu latex pour pouvoir nous protéger. Parce que sur des théâtres, typiquement au Sahel, il peut y avoir des aiguilles, des armes blanches qui pourraient nous blesser et on pourrait contracter certains virus. Donc on va faire une exploitation de beaucoup de photos. Par exemple de l'armement, on va prendre en photo tout l'armement, les numéros de série. Sur l'explosif par exemple, on va manipuler avec un spécialiste explosif, un EOD. On va pouvoir justement prendre tous les numéros de lot des explosifs, les véhicules pareils. Et également les personnels, on va pouvoir justement les prendre en photo, que ce soit des blessures, des tatouages, et on va pouvoir justement prendre en compte les prisonniers ou les blessés. Ouais, souvent, moi je me suis aussi formé à ça, et on ne réalise pas avant d'être formé à quel point on peut faire parler une scène. Alors je disais NCIS tout à l'heure, c'est pas une scène de crime, mais une scène, elle parle du cratère de l'explo qui a été créé, des débris qu'on peut trouver sur le terrain. Vous pouvez nous... je sais pas, la première fois que vous avez fait ça en opération, ce qui s'était passé, nous raconter? En fait, on était arrivé, c'était un véhicule qui avait été utilisé par un groupe armé terroriste et dans lequel il restait encore pas mal d'armements et de munitions. Et en fait, donc, le fait de pouvoir prendre en photo tous les numéros de série des armes, on va jusqu'à prendre le culot des munitions qui sont utilisées, ça va pouvoir permettre à des experts en fait, de pouvoir remonter potentiellement la provenance de l'armement, de pouvoir la tracer si c'est une arme qui a été volée à des forces armées locales, à des milices, etc. Ouais. Ça va permettre de pouvoir tracer
cet armement, et ça peut justement nous mener jusqu'à des groupes armés terroristes ou des noms, même des noms de chefs de guerre ou des chefs militaires locaux. Et justement, ça peut permettre de pouvoir relancer une action de capture, par exemple. Ça, c'était la première fois que vous avez fait un SSE. Oui. Il y a eu des scènes un peu plus chaudes sur lesquelles vous êtes allé? On a eu des scènes, oui, après des prises à partie avec l'ennemi, Ouais. où il y a eu de l'ennemi qui a été neutralisé. Donc il y avait forcément beaucoup d'armements, il y avait de la moto, il y avait du véhicule, il y avait de l'explosif. Des débris aussi humains, s'il y a eu il y un avait, contact un peu dur. Oui, oui, c'est déjà arrivé. Et vous avez également tout ce qui va être papier d'identité, etc., quoi. Donc là, photo, prélèvement. Une fois que vous avez tout ça dans vos sacs, vous repartez. Et qu'est-ce que vous en faites? En général, quand une scène se passe comme ça, quand c'est une grosse scène qui est du bilan humain, donc par exemple de l'ennemi tué au combat, avec de l'armement, de l'explosif, on va un petit peu geler la scène. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura terminé notre manœuvre, on appellera en fait un hélicoptère qui viendra récupérer toutes les ressources, donc l'armement, qui pourrait être intéressante, tout les papiers, la documentation, etc., qui partira à l'expertise en fait auprès d'experts qui sont vraiment spécialisés là-dedans, quoi. Et là, on remonte la chaîne du renseignement. Exactement. Parfois, ça va même à Paris, les Exactement, spécialistes, et puis le absolument. renseignement revient sur le terrain. Une dernière spécialité que vous en avez beaucoup, que je trouve intéressante, prise en compte de prisonniers. Oui. Voilà, ça nous arrive quand on est les soldats sur le terrain de prendre en compte des prisonniers. Et là, il y a des gens formés qui vont effectuer cette prise en compte. Donc, chef Théo, comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, quand on va capturer donc, un prisonnier, donc forcément c'est un ennemi qu'on aura pu avoir, donc soit sur une prise à partie qu'on a réussi à capturer ou tout simplement qui s'est rendu, on va donc le prendre en compte, donc il est sous notre responsabilité, ce qui veut dire que cette personne-là, en fait, à partir du moment où on l'a avec nous, elle est en sécurité. Nous, on la protège comme il se doit et on va également la nourrir, lui donner à boire, etc. Une fois qu'on l'a, on va la prendre en photo, on va prendre cette personne en photo. Il y a tout un processus, un petit peu comme si on récupérait une personne, on va la prendre en compte. Donc il y aura une prise de photo, une prise d'empreinte également, donc empreinte palmaire avec différents outils qu'on peut avoir à notre charge. Et on va lui poser quelques questions pour essayer de remettre un petit peu en situation, pourquoi il se trouve là, le contexte, retrouver un contexte, pourquoi on l'a capturé, qu'est-ce qu'il faisait avant, à quel groupe potentiellement armé terroriste il appartient, etc. Et c'est tout un processus qui va nous permettre justement de pouvoir comprendre un peu la situation. Quand vous étiez étudiant en négociation, vous pensiez que dans le civil, négociation et technique de vente, Ouais. vous pensiez que dans le civil, vous feriez ça plus tard? Non, absolument pas. J'aurais jamais pensé. En fait, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu quand même. Bah maintenant, Mais, au début, quand j'ai vu vous m'avez envoyé un peu votre CV, donc j'ai vu, vous avez une licence en négociation et Ouais. technique de vente, commercial, ouais, c'est ça. technique commerciale. Et au début, je me suis dit, c'est hyper éloigné. Et après coup, on se rend compte qu'il y a dû avoir on sent une sensibilité et un intérêt pour ces questions-là quand même, quoi. La négo, interroger, puis orienter un peu le client, quoi. Absolument, ouais. Et en fait, c'est des choses qu'on peut voir et qu'on peut faire même avec une personne capturée. Ça va de l'orienter sur différents sujets, tout simplement pour, encore une fois, essayer de gagner et de trouver du renseignement qui nous permettra de pouvoir faire soit une action ou de relancer l'action derrière. Donc vous étiez étudiant en égo et technique commerciale, et je crois après, on m'a vendu la mèche, vous avez été aussi animateur en Club Med. Ouais, absolument. À ce moment-là, vous aviez les cheveux longs, puis vous pensiez pas à l'armée, quoi. Oui, alors c'était pendant mes études, donc justement c'était en boulot étudiant, donc j'étais prof de tennis au Club Med, donc rien à voir avec l'armée. C'est vrai que j'avais les cheveux bien longs à l'époque et oui, j'étais prof de tennis sous les cocotiers, donc absolument rien à voir avec mon travail d'aujourd'hui. Ouais. Bon, l'armée, c'est un peu un Club Med aussi, non? Vous voyez du pays, Alors, c'est sympa, non? c'est pas vraiment pareil, mais il y a quand même quelques points qui se recoupent. Il y a une certaine hiérarchie verticale au Club Med comme à l'armée. Bon, c'est bien plus flex, si je puis dire, au Club Med, c'est incomparable avec l'armée. Mais on retrouve quand même quelques similitudes, la vie en communauté, etc. Ouais. Et à l'époque, vous pensiez pas du tout vous engager? Alors moi, c'est un rêve d'enfant de devenir militaire. Depuis que j'étais D'accord. petit, c'est ce que je voulais faire. C'est grâce à mes parents, en fait. Ma famille n'est absolument pas militaire, mais quand j'étais petit, ils m'ont amené un jour visiter toute la côte normande pour justement faire les musées du débarquement, etc. Et j'ai trouvé une vraie passion et je pense que ma vraie vocation est née à ce moment-là. Et à quel moment vous avez décidé de faire la bascule?
C'est après mes études. Après mes études, je me suis dit, ok, les études c'était vraiment très sympa, mais maintenant j'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse et que j'ai toujours voulu faire. Et c'est pour ça que je me suis lancé du coup et je me suis engagé à l'armée, mais en ayant quand même un bagage scolaire, si jamais il y avait une blessure ou même un échec au sein des armées. Bon, c'est pas obligatoire, hein, parce que dans les armées, ceux qui font pas d'études, on les accueille aussi, et puis ils se forment dans les armées, ils font des études et ils peuvent derrière se reconvertir. Enfin, c'est des choix individuels. Est-ce qu'on peut faire un saut dans le temps et juste, je vous demande, vous vous rappelez le moment où vous étiez à la porte du centre de recrutement? Ce que vous disiez et à ce moment, quel état d'esprit vous étiez? Oui, absolument. Alors c'était un début de week-end, je crois. C'était le vendredi après-midi. Je ne Ouais. travaillais pas le vendredi après-midi quand j'étais Pas étudiant. encore. Pas encore. Et en fait, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont toujours soutenu dans mon choix. Comme quoi, j'étais parti, comme quoi j'allais en fait le vendredi après-midi pousser la porte du CIRFA pour poser quelques questions. Mon idée commençait à mûrir justement après mes études sup. De m'orienter vers une carrière militaire, et c'est pour ça donc j'ai poussé la porte du CIRFA et du coup j'ai commencé à avoir mon premier contact avec les armées, on va dire officiellement à ce moment-là. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait une PMD, mais j'étais mineur, j'avais 15 Alors, ans. PMD, préparation militaire découverte, ça je suis obligé de le dire puisqu'on le mentionne. Si vous voulez une expérience dans les armées sans forcément vous engager ou même juste découvrir le métier militaire et rencontrer des soldats, l'armée vous propose de faire donc, des préparations militaires découvertes, c'est 5 jours je crois. C'est une semaine, du lundi au Une vendredi semaine. midi. Ouais. Une semaine où vous êtes incorporé dans un régiment. Il y a aussi des préparations militaires supérieures où là ça dure 3 semaines. Voilà, il y a plein d'expériences qu'on peut faire dans les armées sans nécessairement s'engager sur le long terme. Donc vous avez fait cette PMD? Oui, absolument, je l'ai faite et je l'ai effectuée, j'avais 15 ans, il me semble, 15 ans, c'est ça. Ah oui, alors je ne savais même pas que c'était aussi jeune qu'on pouvait On peut le faire un les peu plus PMD. jeune, on peut le faire en étant mineur, absolument. Ok. Et je l'avais fait donc au régiment du Marche du Tchad, donc qui se situe en Alsace. Et j'étais intégré avec une Parce que section. vous êtes originaire d'ici. Hein. Non, je suis breton, moi je viens Ah, du Finistère. encore un breton. Ouais, je viens du Finistère, Ok. donc à la pointe de la pointe. Et du coup, j'avais voulu faire une première expérience à ce moment-là. Et du coup, j'étais parti, j'avais été envoyé donc, dans l'Est de la France, première fois dans l'Est de la France, donc Ouais. en Alsace, du côté de Meyenheim, du coup, au régiment Marche du Tchad. Et là, vous avez eu à nouveau une confirmation que vous vouliez être soldat. Absolument, ouais, j'avais bien aimé ce moment-là. C'était une semaine assez riche. On avait pu faire du simulateur de tir, du simulateur de blindé. On avait fait un petit peu de vie en campagne et on avait fait un petit peu d'activités militaires à l'époque que je découvrais, comme courir dans la boue en treillis, etc. Et ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Ça, à 15 ans, ils vous ont fait faire ça? Bien sûr, ouais. C'est génial, je ne savais même pas C'était- qu'il y avait ça pour ceux aussi jeunes. Quoi. Et c'était super bien encadré et justement c'était une première expérience et c'était hyper enrichissant, du moins pour moi ça l'a été. Ouais. Dans la foulée, vous vous dites, ok, c'est vraiment ce que je veux faire. Vous vous laissez un peu de temps pour faire vos études. Exactement. Et ensuite, vous vous engagez. Vous êtes engagé où d'ailleurs dans un premier temps? Donc je m'engage, donc je pousse la porte du CIRFA et je demande avec mes études, lui il me conseille en fait soit de faire OSC, donc officier sous contrat, ou alors tout simplement de partir à Saint-Mexan. Oui, parce Donc, que vous avez le profil, officier, parce que vous avez fait des études avant. Absolument. Ouais. Et alors, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Alors j'ai préféré partir à l'école nationale des sous-officiers pour justement, pour moi commencer ma carrière militaire en tant que sous-officier, c'était pour moi la meilleure possibilité de commencer une carrière. Et c'est pour ça que pour être vraiment sûr, quand j'ai poussé cette porte-là, le recruteur m'avait proposé de faire une préparation militaire supérieure. Donc c'est pour pouvoir, c'est axé sur les profils donc avec bac et études supérieures, donc soit pour intégrer le NSOA ou alors pour intégrer Saint-Cyr ou alors OSC, quoi, officier sous Saint-Cyr, contrat. école des officiers, le NSOA, école nationale des sous-officiers d'active. Là, c'est vraiment les cadres intermédiaires des armées. Donc vous avez fait le choix de partir école de sous-off C'est ça. à Saint-Mexan. Oui. Et comment ça se passe là-bas? Alors ça, on est arrivé, donc c'est pour une formation de 8 mois, on arrive en sergent, on s'appelle sergent direct. Le but est donc de sortir sergent ou maréchal des logis, donc selon l'arme dans laquelle nous serons affectés. Et en fait c'est 8 mois d'école. Moi j'avais fait d'octobre à septembre de l'année suivante. Et en gros, cette formation, je crois qu'elle a évolué aujourd'hui, hein, mais du moins en 2016 c'était comme ça. On part pour 8 mois et on commence, voilà, on rentre dans la vie militaire, on apprend à marcher au pas, on apprend en fait la vie à chanter, on apprend la vie de soldat et la vie de jeune combattant finalement.
À ce moment-là, vous saviez que vous vouliez devenir un soldat du renseignement, rejoindre le 2e RH, ou c'est un choix qui est venu plus tard? Alors je ne savais pas encore ouvertement. Je sais que je m'intéressais beaucoup aux unités qui travaillent en petites équipes. Et moi, à la sortie du coup de ma promotion, j'avais le choix avec uniquement le 2e régiment de hussards. Et en fait, je me suis renseigné parce que c'est une unité qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et c'est vrai que je me suis renseigné dessus. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment je me sentais en tout cas apte à pouvoir y aller. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir choisir cette unité-là. Et du coup, j'ai foncé, j'y suis allé et j'y suis encore aujourd'hui. Vous avez fait peut-être une rencontre qui vous a influencé dans ce choix? Oui, j'avais un ancien cadre à l'époque qui était passé par ce régiment-là. Et en fait, je l'avais rencontré parce que durant la formation, on a fait un stage corps de troupes. Donc en fait, c'est un stage où on part 15 jours en immersion dans un régiment. Et l'unité dans laquelle j'étais, j'avais un ancien cadre en fait du 2e régiment de hussards avec qui j'avais beaucoup échangé, du coup qui m'avait bien parlé du travail en petite équipe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, ça correspond avec mon état d'esprit et c'est là-bas que je vais aller. Il y a un soldat que vous avez ou que vous admirez aujourd'hui, que ce soit un supérieur ou un subordonné, qui vous a marqué? Je dirais que je ne vais pas parler d'admiration, mais du moins quand je suis arrivé au régiment, j'ai commencé donc la filière adjoint d'équipe. C'est une filière qui est très dure pour les sergents directs. La marche elle est très haute. Moi je m'y suis repris à 2 fois justement pour pouvoir valider. Alors attendez, juste pour être clair, là vous êtes dans votre régiment de hussards, donc dans le renseignement, Oui. Adjoint d'équipe de recherche humaine. C'est ça, absolument. Donc j'arrive du coup après Saint-Mexan, donc j'ai réussi à venir au régiment et là je vais entamer donc la filière adjoint d'équipe de renseignement. Et à ce moment-là, en fait, la marche elle est très haute. On sort de Saint-Mexan, on est dans un régiment spécialisé où il y a des procédures qui sont très précises, où il y a énormément de matériel à connaître, à pouvoir mettre en œuvre. Et à ce moment-là, c'est vrai que la vie était assez compliquée dans ce stage-là parce qu'on rajoute la dimension en plus physique qui est vraiment très élevée. Et à ce moment-là, justement, il y a à l'époque un chef romain du coup, qui m'a un petit peu aiguillé, que j'ai pu suivre, qui m'a vraiment montré un petit peu le chemin à suivre. Lui, il avait déjà quelques années au régiment. Il m'a vraiment montré beaucoup de choses qui m'ont permis de m'élever et justement de pouvoir grandir au sein de cette unité-là. Je crois qu'on a tous été à un moment ou à un autre de notre carrière influencés par un chef qu'on a eu et qui nous a donné envie de poursuivre, peut-être de progresser. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes alors je ne veux pas briser un secret de polichinelle, mais je crois savoir que vous êtes candidat officier. Oui. Alors j'aimerais bien justement continuer encore quelques années en tant que sous-officier, mais j'ai un projet oui, de devenir officier, absolument. Ah, vous voulez prendre plus de responsabilités, monter d'un échelon, peut-être voir de plus haut les spécificités, les missions que vous avez eues. Moi, je peux que, bien sûr, vous encourager à nous rejoindre. Je le précise, donc, quand on est sous-officier ou même militaire du rang, on peut passer des concours internes pour devenir officier, pour changer de catégorie. Si ça ne vous embête pas, je voudrais vous poser des questions sur votre famille. Je sais que vous avez un enfant qui vient de naître, qui est né il y a 1 an. Oui, c'est ça. C'est son anniversaire bientôt, je crois. Son anniversaire demain. Il aura son anniversaire demain. Ouais, absolument. Bon. On va lui filer des goodies. Il n'est peut-être pas encore là, on en a quelques-uns dans le camion. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Et vous étiez, quand le petit est né, vous avez pu voir la naissance ou pas? Oui, absolument. J'étais en France. J'ai eu la chance de pouvoir prendre une pause opérationnelle pour justement pouvoir vivre cet événement-là. J'ai beaucoup de camarades qui ont raté des événements majeurs comme des naissances. J'en connais plein aussi. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je tenais à cœur de pouvoir vivre avec ma présence et j'ai eu la chance de le faire. Comment ça se passe avec le petit là depuis 1 an? Vous avez l'habitude de bosser la nuit là? Ça vous a préparé à la paternité ou alors, pas du tout? Alors je dirais que c'est complètement différent. Le manque de sommeil en mission est très dur, mais c'est vrai que le manque de sommeil avec un enfant c'est aussi très dur. Ah ouais, c'est différent de celui que vous connaissez? C'est différent. Ah, d'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est d'autant plus agréable d'avoir des nuits blanches avec un enfant que d'être en mission aussi. Et vous n'avez pas trop été absent là dans l'année qui s'est écoulée? Non, justement, comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une année un petit peu, on va dire, en base arrière, où j'ai pu me consacrer justement à ma femme et à mon fils, pour pouvoir justement vivre un petit peu ce début de nouvelle carrière aussi côté familial. C'est bien. Mais du coup, prochainement, oui, je serai reparti. Je repartirai prochainement en mission. Oui. Vous allez repartir en mission là bientôt? Oui. Ok, vous savez déjà où? Non, pas encore. Ok, bon, je croise les doigts pour vous. Je suis sûr que vous allez faire une mission intéressante. Vous avez parlé du camouflage dans des environnements comme celui dans lequel on se trouve, donc en forêt, puisque c'est le théâtre européen. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se demander comment on se camoufle dans le désert, puisque vous étiez au Mali. Alors, oui, exactement. Alors, on a pu le faire, comme on le disait, on le fait beaucoup en Centre-Europe, mais on l'a fait aussi pour se mettre à niveau des différentes missions qu'on a pu avoir au Sahel. C'est également possible, mais avec d'autres artifices.
Par exemple, dans le désert, alors déjà, il ne faut pas imaginer que le désert, c'est que les dunes du Sahara qu'on peut connaître. Le désert, ça peut être verdoyant, ça peut être rocailleux, il peut y avoir de l'altitude avec des sommets, des montagnes, etc. J'ai déjà effectué une mission de surveillance du coup sur des hauts plateaux, on va dire, du Sahel. C'était au Mali. Et pour se camoufler, on va avoir des artifices. Donc, ce qu'on appelle des artifices, ça va être un peu comme des gadgets pour pouvoir se camoufler. Ça va être des matières qui vont faire des espèces de dômes, si vous voulez, sous lesquels on va pouvoir se cacher. Ça va faire des petites maisons comme des rochers. Ça va ressembler à un rocher, sauf que nous, au lieu d'être un rocher, on sera en dessous et on pourra observer. Ça, je connais pas. C'est des sortes c'est quoi? C'est des tentes C'est comme une pâte un peu modulable qu'on va faire avec sur une grande superficie, qu'on va pouvoir modeler un petit peu comme on le souhaite, et on va pouvoir soit cacher des appareils photo ou même se cacher en dessous. Ça, c'est des technologies qui évoluent vite, il y a de la recherche là-dessus. Absolument, oui, absolument. Ouais, dans le régiment, vous fabriquez des trucs aussi en interne? Alors on a une cellule, oui, qui travaille, qui développe justement, donc c'est une cellule qui est vraiment dimensionnée et experte là-dessus. Ils travaillent sur du développement de matériel, que ce soit du camouflage, ou même ils font de l'impression 3D pour des fixations, des objectifs, des choses comme ça. Ils ont un panel vraiment très large, mais le but c'est de répondre au niveau technologique d'aujourd'hui et de notre emploi d'aujourd'hui. Je viens à la partie logique. Quand on est infiltré dans une zone ennemie et qu'on ne peut pas avoir de contact, parce qu'on ne peut pas parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'imagine que dans votre formation, il y a aussi de la survie. Oui, absolument. On a un stage survie. En fait, pendant la filière, que ce soit une filière militaire du rang, adjoint d'équipe ou chef d'équipe, on va avoir une partie survie, ça dépend des stages, c'est sur plusieurs jours ou parfois sur une semaine entière, et après vous avez des formations complémentaires, mais en gros c'est des jours qui vont être assez longs, c'est des jours assez longs, Des jours et des nuits. Des jours et des nuits, voilà. Surtout les nuits d'ailleurs. Absolument. On est privé un petit peu de tout ce qui va nous faciliter la vie, hein. On va simuler par exemple une capture et une évasion, et là on va se retrouver tout seul. Et on aura par exemple un délai en termes d'heures ou de jours pour rejoindre une zone amie. Et en fait, entre la zone amie et notre zone d'évasion, on va être complètement seul. Et on va être traqué par exemple des groupes de combat ou des brigades cynophiles, des spécialistes en fait avec des chiens de combat et de recherche. Et nous, on va devoir justement échapper à ces personnes-là pour pouvoir atteindre notre zone ennemie. Et là, vous êtes en autonomie, vous êtes tout seul? On est tout seul, on est en autonomie totale, on n'a aucun moyen de communication avec notre centre d'opération. On est vraiment tout seul avec un couteau, avec ce qu'on a sur nous en fait tout simplement. Pendant le stage survie, vous avez été coxé aussi ou pas? Oui, vous avez un coxage, oui, absolument. Vous pouvez expliquer ce que c'est le coxage? Ouais, le coxage, alors pour ma part c'est simple, on sortait donc d'un exercice d'infiltration et d'une surveillance depuis une cache, donc ça faisait 5 jours qu'on était donc en autonomie totale, on était dans une cache depuis 5 jours, et donc au moment de l'exfiltration, donc on a nos procédures, on rejoint un certain point qui nous permet de quitter la zone mission avec l'appui en fait de forces amies, et au moment où on était en fait justement dans les véhicules qui nous sortaient de notre zone mission, de l'exfiltration, tout simplement on a été gazé, on a été compromis certainement par notre contact partisan ou alors trahi, et à ce moment là donc on s'est fait attraper par la force ennemie, et on a été gazé. Ensuite il y a du maître chien qui nous encadre également, avec des chiens qui sont autour de nous, on est fouillé, on est complètement alors on n'est pas dénudé, mais on est mis à nu dans le sens où on n'a plus aucun matériel, on est interrogé. En fait, on vous met en gainage pour vous soutirer des informations. Voilà, c'est assez particulier, on ne dort pas, on est interrogé, on est bien interrogé. De manière franche. De manière franche. Et voilà, c'est pas une partie de plaisir, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, c'est vraiment pas drôle, mais c'est ce qui peut nous permettre aussi de nous préparer au conflit de demain. Ouais, c'est important, à votre avis, de l'avoir vécu au moins une fois. Si jamais, évidemment, on ne souhaite pas que ça nous arrive, mais on pourrait se dire que ça ne sert à rien de s'entraîner à ce genre de situation et que le jour où on la vit, quoi. Moi, je pense que ça vaut le coup je pense que c'est très important de le faire, de s'entraîner notamment à la survie. Après, malheureusement, le fait d'être capturé demain par une armée ennemie, on ne sait pas vraiment comment on sera traité. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Donc en fait, on aura beau être préparé, on ne sait jamais ce qui nous attend. Soit ça sera très rapide, comme ça peut être très long. Donc en fait, c'est bien de se préparer pour être toujours prêt le jour J. Néanmoins, c'est compliqué de s'imaginer ce qui peut s'y passer. Il y a des choses que vous avez appris sur vous-même dans ces exercices? Oui, on apprend en fait à garder la tête froide sur des moments qui peuvent être assez compliqués. On apprend à une confiance en soi, parce que finalement on est tout seul, on a des décisions à prendre.
ça peut être des décisions qui ne sont pas forcément évidentes sur des phases d'exfiltration, des chemins à prendre, des itinéraires ou même des privations, que ce soit d'eau ou de manger. Ou alors tout simplement on peut être affamé, donc il faut peut-être manger ou boire, prendre une décision d'aller dans un village ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choix à faire et ça nous permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes et de grandir, je pense. Il y a eu un moment où vous êtes vraiment retrouvé en difficulté? Bah, en fait, c'est le but du stage, un petit peu de la formation survie et du coxage. En fait, c'est de se retrouver en difficulté, de se retrouver dans des situations dans lesquelles on n'a vraiment pas l'habitude ou même jamais eu l'habitude d'être. Et ça nous permet justement de nous dépasser et de voir un petit peu jusqu'à où on peut aller, quoi. C'était quoi votre limite? Ma limite, en fait, c'est compliqué de le dire, mais en fait, c'est la fatigue qui est vraiment extrême. Ouais. La fatigue, et puis on est comment dire, on est pourchassé en permanence, on est traqué, donc on n'a aucun moment de répit finalement. Donc en fait, c'est vrai que c'est fatigant psychologiquement comme physiquement, sachant qu'il y a eu toute la mission qui a découlé depuis plus d'une semaine, donc il y a une fatigue accumulée. Et de fil en aiguille, c'est vrai que ça devient assez compliqué, mais le but c'est de rester lucide pour prendre les bonnes décisions, quoi. À quel point vous êtes différent du moment où vous êtes engagé, toutes ces expériences que vous avez accumulées, comment ça vous a transformé? Ben, je suis arrivé quand même assez jeune dans l'institution après mes études supérieures. J'avais un certain profil quand je suis rentré à l'armée, qui n'est évidemment pas le même que celui d'aujourd'hui. J'ai beaucoup gagné, je pense, en maturité et très tôt, du fait des missions extérieures, notamment au Mali, parce qu'au Mali, on était employé d'une certaine manière sur un théâtre de guerre. Et forcément, quand on est jeune, on sort de la vie civile et du monde étudiant. On arrive sur un théâtre d'opération et c'est vrai qu'on est obligé très vite de gagner en maturité parce que finalement on est dans le vrai et c'est quelque chose qui nous fait grandir très très vite. Et donc, quand vous êtes reparti une troisième fois, vous avez fait la fermeture du théâtre au Mali. Là, vos liens, quand vous partiez dans la population faire cette acquisition de renseignements humains, c'était différent des années précédentes? Sur la fermeture Ouais. c'était un peu différent parce que on va dire que dans Gao, il y avait une nouvelle force qui était présente, c'était le groupe Wagner. Qu'on croisait d'ailleurs soit en ville quand on partait en mission, on les voyait, ou alors même sur la partie aéroport et aérodrome militaire de l'armée malienne. Donc c'est pour ça que ça avait un enjeu un peu différent, d'autant plus on savait qu'on quittait ce territoire dans lequel on avait passé de nombreuses années. Donc c'était une mission différente et c'est vrai que le renseignement était orienté différemment à ce moment-là. Ouais, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, le groupe Wagner, donc un groupe paramilitaire, en fait des mercenaires russes qui ont beaucoup évolué dans le territoire africain, en se payant sur des mines d'or, etc., pour avoir une influence sur le continent. Rappelez-moi, vous avez quel âge là actuellement? Moi j'ai 29 ans. Vous avez 29 ans, vous êtes jeune papa, vous voulez continuer longtemps après l'armée? Vous n'êtes pas obligé de me dire oui d'ailleurs. Ah oui, complètement. Ouais. J'aimerais bien devenir officier un jour, donc Ouais, c'est vous pour m'avez pouvoir dit tout à faire l'heure. carrière sur le long terme au sein des armées. Ouais, donc là, si vous vous remettiez dans la peau du jeune Théo qui frappe à la porte du centre de recrutement, vous lui dites quoi? Eh ben, je lui dis en fait qu'il va y avoir une sacrée aventure qui lui attend, notamment avec des opérations extérieures, une certaine maturité qui va venir peut-être plus vite que les jeunes de mon âge auparavant. Mais c'est quelque chose que je pourrais refaire 2-3 fois s'il le fallait. Pour rien au monde, je changerais en fait le parcours que j'ai déjà fait. Et s'il y a un jeune là ou une jeune qui nous écoute, qui hésite à rejoindre les armées, vous lui direz quoi? Moi je lui dirais d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et c'est une chance de pouvoir voir justement des choses qui sont merveilleuses, de pouvoir travailler et faire des rencontres merveilleuses, que ce soit des camarades, des chefs ou même des subalternes. On a une chance d'avoir un métier qui nous permet de travailler en équipe. Je parle de mon unité, mais des autres régiments c'est pareil. On travaille dans des équipes ou des groupes avec qui on tisse des liens qui peuvent rester à vie et pour moi ça n'a aucun prix. Et c'est même des choses qu'on retrouve de moins en moins en fait, dans la société civile. Chef, je termine toutes mes interviews en demandant si vous avez une devise personnelle. Alors j'ai pas vraiment de devise, mais c'est vrai que j'essaie au maximum d'être le plus exemplaire en étant chef d'équipe et de toujours donner le meilleur de moi-même. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'ADN du régiment, on travaille en petites équipes et du première classe jusqu'au chef d'équipe, qu'il soit officier ou sous-officier, chacun se donne 100% de soi-même. Et c'est vrai que c'est une ADN chez nous, chez les hussards, qu'on peut retrouver au sein de nos équipes. Et en plus de ça, ce qui permet également de nous mettre une chose dont on est fier, du moins, c'est notre béret.
parce qu'on est les seuls à avoir un béret brun au sein de l'armée de terre. Bon, vous n'avez pas la chance d'avoir un béret vert, mais je reconnais, c'est une belle couleur de votre côté. Vous pouvez peut-être nous le montrer Oui, que absolument. tout le monde le voit. Donc voilà, donc le béret brun donc, du 2e régiment du Hussards, donc un béret brun, on est les seuls à le porter. On a la hongroise dessus. Alors c'est quoi la hongroise? Donc on a la hongroise ici, donc, qui est brodée sur le béret. C'est le liseré, juste qu'on voit à la caméra. Voilà, c'est le liseré, hein, c'est ça? Ouais, le liseré blanc ici, donc ça s'appelle, c'est ça, c'est la broderie que tous les régiments de hussards ont, donc comme le hussard parachutiste ou alors le 3e hussard. C'est la hongroise, du fait de notre histoire régimentaire. Et après, donc on a l'insigne de la cavalerie, mais ce qui nous distingue le plus, c'est vraiment cette couleur, cette couleur brune, et nous sommes bien donc les seuls à le porter. Elle vient d'où cette couleur? Elle a une histoire ou Alors c'est historique au sein des hussards, c'est la couleur un petit peu historique de nos unités, et c'est pour ça que du coup on a un béret brun. Ok. Voilà. Et on a une tradition, moi quand je finis les conversations, je file toujours mon patch d'unité, voilà, je vous le donne. Merci mon capitaine. Et bien moi j'ai également quelque chose pour vous. J'ai donc le patch de notre unité, du coup qu'on vous offre également avec plaisir. Merci beaucoup. Donc le 2e hussard, et il est écrit aussi Housard. Housard, oui c'est ça, c'est l'appellation du régiment. Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup chef. Capitaine. Tiens. Si vous êtes toujours avec nous, merci beaucoup. Vous pouvez encore une fois m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me proposer un invité ou des questions à leur poser. On en a besoin, on a aussi besoin voilà, de tous les likes, de tous les commentaires et de vous abonner. Ça nous promet d'autres épisodes avec toujours plus de militaires et des spécialités différentes. Merci à tous et à bientôt. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.